Sincèrement, c'est pas un réflexe qu'on a de creuser un trou pour aller voir notre sol. Je pense que c'est un outil qu'on devrait développer. On a tendance à regarder ce qui pousse, l'état des cultures en général, mais on n'a pas encore le réflexe d'aller voir ce qui se passe dans le sol pour nous aider à mieux comprendre le sol. La pelle de la pelle. Il me faudrait une pelle. La pelle de la pelle. La pelle de la pelle. La pelle de la pelle, el llamado de la pala. La pelle de la pelle. On est 2 générations. Mon père il a acquis la terre en 1979. Mon frère il a gradué de l'ITA en 2003. Il est la principale relève de l'entreprise. On cultive 1200 hectares sur 5 municipalités. Ils font du maïs, soya et des céréales dans sa rotation. Ils ont des grosses machineries parce que c'est une grosse ferme. Notre pratique culturelle qu'on a ici sur la ferme, c'est conventionnel. 2 passages de vibro, on sème, les arrosages. À l'automne, on fait le chisel ou le turbo dans le soya. On cultive sur 5 municipalités. Ça fait beaucoup de gestion. On n'a pas tous les mêmes types de sols partout. Avec la superficie qu'il gère, dans un moment donné, il faut rentrer. Et il attend les meilleurs moments possibles pour y aller. En fait, sur la ferme, on fait affaire avec un système de GPS. Donc, un coup que les lignes sont faites, peu importe la machine, on passe selon la largeur, mais on passe dans les mêmes traces. Nos machineries ont de différentes largeurs. Le pulvérisateur, il a 100 pieds. La table à soya, ça a 50 pieds. Le nez à maïs, 12 rangs. Les vibros, on marche avec du 50, 40, 32 pieds. Tout est différent. Puis qu'est-ce qui est aussi pour les voitures à grains, mais surtout ça, on laisse ça sur le bord du champ. Les green cars vont suivre, mais on va faire des corridors de passage pour ne pas compacter davantage les terres. Les espèces principales qu'on vient à semer comme engrais vert, c'est une céréale, du radis, puis parfois on met des pois quand on a une application de lysio à l'automne. Ça garde notre azote. C'est important de grandir de l'intérieur. Fait que c'est vraiment faire l'amélioration de nos terres, la santé des sols, pour aller chercher le maximum de rendement qu'on est capable d'aller chercher. Chaque acre est important. Aujourd'hui, on fait un profil de sol avec l'IRDA. On va voir une problématique qu'on avait sur un lot de terre. C'est une parcelle qu'on a à Saint-Edmond, c'est 42 hectares. Les champs 151, c'est un champ loué depuis 10 ans. Cette année, ils ont fait des travaux de nivellement après la récolte des blés d'automne et ils ont épandu la chaux, ils ont semé son engrais vert et prochainement ils vont épandre lisière des porcs et ils vont faire un travail de sol superficiel. On a choisi les champs 151 parce que c'est les champs les moins productifs. Les rendements ne sont pas bons. Ils savent que la texture, les conditions de sol ne sont pas les meilleures. Alors, on a décidé de faire le profil des sols. On croit qu'on a du tuf, mais du tuf, c'est quoi? Parce que dans le monde agricole, on a énormément de définitions. Si on a vraiment du tuf ou on a une semaine de compaction, on aimerait savoir si c'est vraiment réparti à travers le morceau ou c'est vraiment une section. S'il y a des travaux à faire là, sur cette parcelle-là, on aimerait savoir si c'est à travers toute la parcelle. On va faire un beau trou puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Quand on fait un profil de sol pédologique, moi j'aime mieux dire un terme de profil de sol agronomique. En fait, c'est des choses de base qu'on regarde, la structure du sol, la couleur, l'odeur, la porosité. C'est des caractéristiques qui sont assez faciles à interpréter. Ça ne demande pas énormément d'expérience en pédologie pour être capable de faire une bonne interprétation d'un profil de sol agronomique. Le profil, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser. On peut utiliser toutes sortes d'autres outils. On peut utiliser des GPS, des drones, des cartes en ligne, des analyses de sol. Ça, c'est tous des outils qui vont nous aider. Mais ça reste que le profil de sol, c'est comme une assurance à notre recommandation aussi. On est à Saint-Edmond-de-Grande-Tame. On est dans le comté de Drummond. C'est un comté qui a été cartographié pédologiquement. On regarde nos cartes. Ça nous indique qu'on est dans la série Courval. Il y a du Sainte-Rosalie aussi autour. Sainte-Rosalie qui est une argile. Il y a aussi du Aston, du Saint-Damas. Ça, c'est des sables minces sur argile. Ici, la série Courval, si c'est ça qu'on rencontre, là, ça va être un loam sableau argileux. Donc, vraiment un matériel plus léger sur une argile. C'est peut-être ça qui va expliquer la variation que Véronique nous parle dans son champ.
parce que l'épaisseur de ce matériel-là peut être variable. Puis même le matériel, il va être variable. Là. Le loam sableux argileux, là, on peut avoir des couches de sable. Ça va être intéressant là, de creuser puis de peut-être expliquer cette variation-là. Présence de tuf aussi, c'est peut-être normal d'en retrouver. C'est un sol qui va être capricieux, loam sableux argileux. Beaucoup de sable, beaucoup d'argile, un petit peu de tout, rien de bon. Je pense que ça va expliquer la variabilité que Véronique voit, autant dans l'humidité du champ que dans ses rendements. Ça ne doit pas être évident là, de cultiver sur ce type de matériel-là. C'est différent de ce qu'ils ont sur la ferme aussi. On va regarder les cartes sur Infosol. On va lire aussi les informations qu'il y a sur la nature des sols dans l'étude pédologique. Souvent, c'est bien étudié aussi. La série Courval, comme la série du jour qu'on va retrouver dans les comtés limitrophes, c'est un loam sableux argileux sur une argile. L'argile, c'est un dépôt marin. Le loam sableux argileux qu'on va retrouver à la surface de ça, c'est un sol qui a été remanié, redéposé il y a des milliers d'années sur l'argile marine. Alors, c'est tout à fait naturel d'avoir ce type de mélange-là, cette variabilité-là dans ce dépôt-là. On a fait un profil de sol agropédologique ici. On voit bien, il y a eu des passages de machinerie, il y a eu des camions de transport de chaux, il y a eu aussi du nivellement, des passages de pulvérisateurs aussi qui sont géoréférencés. C'est un profil en zone dégradée, là où il y a eu beaucoup de passages. La première chose qu'on va regarder, c'est la nature de notre sol. Ici, on soupçonne qu'il y ait deux matériaux, un par-dessus l'autre. Et ensuite de ça, on va regarder aussi l'impact de ces passages-là sur la structure de sol. Donc là, ici, on voit bien là, la transition là, entre l'horizon A, AP, l'horizon B ici. On voit qu'il y a une petite différence quand même au niveau de la couleur. L'horizon B qui est plus gris. Donc, on va se mettre un petit marqueur là, pour bien le vérifier. C'est toujours important aussi de nettoyer notre profil de sol de haut en bas. On arrive là, dans un autre matériel encore beaucoup plus gris, plus lourd que le matériel de surface. À sec, on voit là, tout de suite qu'il y a beaucoup de sable. Quand même un sable fin aussi en surface. On va le mouiller légèrement. Plus il va rubaner long, plus mon pourcentage d'argile va être élevé dans mon sol. On est à peu près 1-2 cm. Mon ruban est quand même assez épais, donc ça ne se tient pas beaucoup. On a quand même beaucoup de sable. Mon horizon de surface, il fait à peu près 30-31 cm. Ce qui est standard. Là. Ensuite, dans mon horizon B, on va manipuler à sec. Ici, on sent qu'il y a déjà moins de sable. Ça se tient un peu plus. On pense qu'il y a quand même plus d'argile dans ça. Il est très sec, hein? Il faut mettre beaucoup d'eau. Il faut mettre beaucoup d'eau. Des fois, on a tendance à en prendre trop aussi dans nos mains. Fait qu'en prendre peut-être un peu moins, mais... Et aller doucement. Aller doucement, oui, avec l'eau. Oui, on sent qu'il y a plus d'argile ici. Hein? Oui, c'est ça, ça se tient plus. Hein? Il y a 13 classes texturales. Ici, dans l'horizon BG, à peu près à 30 cm de profondeur, on a du loam sableux argileux. Ça, là, il y a beaucoup de sable et beaucoup d'argile aussi dans cette texture-là. Alors, c'est probablement une des textures les plus difficiles à identifier sur le terrain. Là. On va aller voir l'horizon C, voir s'il n'y aurait pas un autre matériau. On est à 70 cm de profondeur. On sent qu'il y a de moins en moins de sable, de plus en plus d'argile. On a même changé de couleur. On est vraiment dans une couleur beaucoup plus grise. Là. Ça se tient plus glissant aussi. On l'entend même. On a rubané plus que 5 cm ici. On est dans l'argile. On a un matériel plus léger en surface, loam sableux argileux. On est à 30-35 d'argile, mais on a quand même beaucoup de sable, un bon 50 de sable aussi. Ça apporte, comme on dit, du sable dans l'engrenage. Là, ça vient briser un peu là, la capacité de l'argile à se structurer. Et en profondeur, à 70 cm ici, on tombe dans de la belle argile, notre fond argileux Sainte-Rosalie qu'on a dans la région ici. Alors, ce matériau-là qui est en surface, l'épaisseur pourrait varier d'un endroit à l'autre dans le champ. Maintenant, on va aller voir la structure. Plus on descend, moins c'est difficile aussi. Là.
Donc, on commence déjà à avoir une structure, là, je vous dirais, là, dès l'horizon AP. Là, la surface, elle est quand même assez compacte, très dense. Vers la fin de l'horizon AP, on sent déjà qu'il y a une structure là, qui reste quand même grossière. Quand on a de la misère à rentrer notre couteau dans le sol, bien, c'est sûr que la racine va avoir de la misère. L'eau, elle ne passera pas non plus. Fait que ça a tous des impacts agronomiques. Si on pourrait voir la culture, on pourrait voir des plantes moins développées, plus faibles, si c'est un céréal avec des épis plus petits, des plantes plus courtes. Ici, on peut voir une macropore là, qui était sûrement une petite maison de vers de terre. Là. C'est assez rond. C'est un ver de terre qui vient se réfugier dans cet endroit-là, dans des conditions un peu plus secs en surface. Là, il vient chercher de l'humidité. Puis on peut voir aussi quelques racines, là, de petites racines de céréales qui poussaient ici pendant l'été, qui ont occupé cet espace-là. Là, que c'est un espace que les racines aiment bien aller parce que c'est beaucoup plus facile pour elles de pousser dans ces endroits-là où il y a déjà de l'air, de l'eau. Après ça, on va aller dans la petite horizon de transition où là, on sent que c'est quand même assez dense aussi. Les agrégats qui sont plus grossiers, ils ont une certaine rugosité. Ouais. On voit qu'il y a une sous-structure. Effectivement, il y a encore des racines. Je suis quand même à 60 cm. L'horizon de surface, qui est l'horizon travaillé, enrichi de matière organique, fait à peu près 30 cm de profondeur. Après ça, on tombe dans notre matériel loam sablo-argileux. Avec un peu de fragments, on a peut-être moins de 10 de fragments, moins de 10 de roches en volume à l'intérieur, à peu près jusqu'à 56 cm. Après ça, de 56 à 70, on a un petit horizon de transition où on sent qu'il y a du sable, mais moins, puis que là, il y a beaucoup plus d'argile. Et ça, on l'a remarqué aussi à l'intérieur. On l'a vu, là, on est allé jusqu'à 1,20 m et on était vraiment dans l'argile pure. Prochaine étape, on va aller creuser en 2 passages de pulvérisateur. Ça va être notre zone témoin. Fait que nos premières observations, c'est que c'est beaucoup plus facile de rentrer notre couteau ici. On remarque qu'on est essentiellement dans les mêmes matériaux. Ça va être intéressant de faire d'autres profils aussi, voir s'il n'y aurait pas d'autres variations qu'on pourrait rencontrer. Parfois, dans ce type de matériel-là, on peut avoir une zone un peu noire, comme du schiste altéré. Puis il y en a qui vont appeler ça du tuf aussi. Ça peut avoir un impact là, sur justement l'écoulement de l'eau, les racines, tout ça. Ça fait comme une couche un peu imperméable, ça ne se structure pas. On peut trouver aussi d'autres types de structures, des structures qui sont, par exemple, façonnées horizontalement. Cette structure-là, veut pas, l'eau, au lieu de faire le tour des agrégats, mais elle va rester comme par-dessus ces couches-là, va s'écouler de façon plus latérale, moins rapidement. Ici, on voit les agrégats sont de beaucoup plus petites dimensions. Dans le premier profil, on avait une structure très massive, puis ça s'améliorait à partir de 20-25 cm. Mais ici, de la surface jusqu'à la fin là, du premier horizon de 25 cm, ça se ressemble pas mal tout. Là. Il y a une structure qui est beaucoup moins massive, qui se défait facilement en plus petits agrégats, très sensible à la compaction. Là. Ouais. Ouais. On voit quand même les mêmes matériaux. La profondeur de ces matériaux-là, du premier matériel, peut être très variable. On l'a vu juste en faisant 2 trous. On va aller en faire un 3e juste pour s'assurer de ce qu'on dit. On a encore le même matériau sableux, plus sableux en surface. Ici, là, c'est très friable, très facile de passer le couteau à la surface, alors que si on descend juste en bas du premier horizon, là, on sent que la densité du sol est un petit peu plus élevée ici. Là. 20-30 cm, c'est plus dense. Après ça, on tombe dans un matériau qui a quand même plus de sable que tantôt. Idéalement, on aurait peut-être ajouté 1 ou 2 profils là, un petit peu plus loin dans le champ. Mais quand même, ces 3 profils-là nous donnent un bon aspect général du type de sol. Puis ça reflète aussi ce qu'on a vu là, sur les cartes. On vient de faire 3 profils de sol. Les 3 avaient des couleurs variables, c'est-à-dire des fois on était dans le gris très foncé, voire noir, dans l'horizon B. Puis dans celui-là, on voit plus d'orangé, ce qui est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une présence d'air. Puis ça, bien, c'est surtout parce qu'ici, il y a plus de sable que dans les autres profils aussi. Bien, ici, on voit où il y a du sable, il y a quand même de la couleur rouille. Mais Marie-Ève, hein, ça veut dire que le fer est sous sa forme oxydée. Là. Donc, c'est bon signe quand on trouve ces couleurs orangées-là dans le profil de sol. Ça veut dire qu'il y a de l'oxygène. La structure, on peut voir qu'elle est lamelaire, lenticulaire, où on voit des couches de sol à l'horizontale. Là.
Ouais, une belle pâte feuilletée. Ici, la présence de tuf est variable à l'image du matériel qu'on a en surface. Du tuf, c'est quoi? C'est un horizon comme une couche de schiste qui se désagrège, qui vient empêcher le passage de l'eau. Ça n'a pas de structure aussi, cette couche-là. Alors, on la remarque à certains endroits, mais pas partout. En faisant les profils de sol, on a détecté de la compaction de surface majoritairement en dessous des zones où il y avait eu du passage de la machinerie. Donc, c'est pas une compaction naturelle, ça a vraiment été causé par la pression des pneus qui était probablement trop élevée. Le trafic contrôlé peut être une option qu'on peut envisager sur les entreprises agricoles. Par contre, il y aurait des critères vraiment essentiels à respecter. La pression des pneus doit être toujours maintenue en bas de 12,5 PSI pour tous les équipements qui vont passer sur les terres agricoles. Et le deuxième critère, ça serait la charge à la roue qui doit jamais dépasser 3,5 tonnes à la roue. Il y a deux équipements qui seraient critiques dans cette situation-là, c'est la batteuse, les grain-corps qui sont souvent trop lourds. Donc, ça serait vraiment difficile d'obtenir des conditions parfaites pour faire du contrôle de trafic. Le troisième critère, c'est la largeur d'efficacité de ces équipements-là. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver des équipements de semoirs, d'épandeurs, d'engrais, de pulvérisateurs et de batteuses qui réussissent à avoir exactement la même largeur de travail. Une des solutions pour essayer de diminuer la compaction de profondeur, ça serait un système d'épandage de lisier par rampe. Ce que ça fait, ce système-là, c'est que ça permet de diminuer de beaucoup la charge à la roue. Quand on est dans des systèmes avec d'épandage par citerne, on réussit presque jamais, en fait, à avoir une charge à la roue plus petite que 3500 kg. Donc, on est souvent autour de 4500 jusqu'à 6800 kg à la roue là, pour les systèmes d'épandage par citerne. Alors qu'avec les systèmes d'épandage par rampe d'irrigation, la seule charge que le tracteur tire, c'est lui-même. Donc, ces systèmes-là permettent une meilleure efficacité, un épandage plus uniforme et de diminuer la charge à la roue. Les équipes du MAPAC, là, Bruno Garon, principalement à Detménard, ont travaillé sur Terranimo. C'est un outil en ligne développé aussi en collaboration avec l'IRDA qui permet de configurer toutes nos machineries agricoles et de voir leur impact en surface et en profondeur et de voir quel impact ça pourrait avoir de diminuer la pression des pneus ou de passer de des roues simples à des roues doubles là, pour diminuer la charge à la roue. On a fait beaucoup d'aménagements de nos parcelles, de nos champs, soit pour niveler, boucher des fossés. On a éliminé aussi des chemins de ferme. Ce qui serait intéressant dans l'avenir, c'est de reconsidérer faire les chemins de ferme là, pour circuler dans le champ. Il ne faut pas voir un chemin de ferme comme une perte d'espace, mais au contraire, on va améliorer la structure dans nos champs. On ne va pas la détériorer en circulant là, parfois inutilement. Avec les cultures de couverture, on va améliorer la portance du sol et nourrir aussi les sols. Après l'épandage de lisière, mais c'est une bonne stratégie à suivre. Plus tôt on va aller l'implanter, on a plus de choix à utiliser. À cette période de l'année, mais les choix commencent à être réduits. On pourrait faire des mélanges d'espèces comme la moutarde, radis, pois et avec un céréal. Les cultures de couverture vont aider à améliorer les structures des sols. Quand on fait du sous-solage, ça prend une culture de couverture pour aider à la décompaction. Le sous-solage tout seul ne va pas faire le travail. Le sous-solage dans ces sites n'est pas nécessaire parce qu'on a vu que la compaction se trouve surtout en surface et pas partout. Ce type de sol ne répondra pas bien au sous-solage. En giselle et avec des pattes profondes ou en charrue, ça serait recommandé de passer surtout dans les zones de passage où on voit plus de compaction. Les stratégies proposées me disent qu'on fait quand même une bonne pratique culturelle en général. On va continuer à faire l'irrigation de fumier à la rampe. C'est l'idéal, puis ça a tout le temps été comme ça depuis au moins 10 ans. On aurait aimé établir des engrais verts cette année plus tôt, mais avec les conditions pluvieuses qu'on a eues durant l'été, bien, ça a été impossible pour nous. La variation au niveau du sol, c'est de vraiment apprendre à travailler avec. Que c'est pas nécessairement parce qu'on fait un mauvais travail qu'on voit qu'il y a une variation, que ça soit sec, humide, peu importe, c'est vraiment voir ça. Puis c'est continuer à faire des trous aussi pour voir vraiment, pas juste ici, mais dans d'autres parcelles, puis voir vraiment l'évolution. Aujourd'hui, on a fait 5-6 trous dans une grande parcelle de 43 hectares. On n'a pas perdu de temps à creuser.
Parce que tout de suite, on a pu trouver la cause des problèmes qui avaient été identifiés par Véronique. On est très conscient que les producteurs achètent des terres sans avoir fait de profil de sol. Alors, ils achètent des terres à fort prix. Pour le même prix, une terre peut être en très bon état et l'autre terre, pour le même prix, peut être en très mauvais état. Quand on fait un profil des sols avec les producteurs, ils sont toujours surpris de voir qu'est-ce qu'il y a en profondeur. Ce sont des affaires qu'on ne peut pas regarder avec une carte de rendement, avec d'autres outils de travail technologiques. C'est vraiment en creusant les sols, il découvre son sol. L'appel de l'appel, pour moi, c'est vraiment d'avoir le réflexe de traîner notre pelle dans notre voiture le matin quand on s'en va au champ pour être capable de creuser un peu ou creuser beaucoup pour en apprendre beaucoup sur le sol. Que ce soit en animal ou en production de grande culture, tout part de la terre. C'est essentiel, c'est pour ça qu'il faut qu'on en prenne soin. L'avez-vous, l'appel de l'appel?